En étant en France, j'ai compris que les valeurs, la culture, c'est super important et il faut vraiment protéger ça, il faut préserver tout ça. Le plus gros dilemme actuellement pour la jeunesse franco-pakistanaise, elle n'est pas connectée avec le Pakistan, C'est seulement quoi avec les rêves et l'ambition d'un jeune franco-pakistanais né en France? quand même une différence qui existe par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ce que tu manges, comment tu vis. Donc il y a une différence. Tout le monde a crié, il y a 2 terroristes qui viennent de rentrer dans la classe. N'importe quoi. On en a rigolé parce qu'on était jeunes, mais ça m'a fait réfléchir. Il faut absolument choisir qui on est, parce que qui on est, c'est ce que tu deviens demain. Souvent on me pose la question comment tu arrives à comprendre Allama Iqbal, c'est super compliqué. Et vu que tu sais pas lire le oudou, comment t'as fait? Bonjour à vous tous, welcome dans cet épisode de Wasm, du coup qui est un podcast pour les francophones, je dirais. Donc on est là avec Mouib comme la dernière fois. Je prends le lead pour un peu plonger dans nos vies respectives et plutôt dans la vie de Mouib en dehors du Pakistan pour tout simplement découvrir c'était quoi son expérience et aussi faire comprendre aux Pakistanais que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc Mouib, re-bienvenue. Merci beaucoup Sarah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoute, c'est toujours sympathique de te revoir ici au Pakistan et de pouvoir... I'm here to stay. Ouais, oui, tu sais, tout ce genre de choses, ça fait plaisir parce que le Pakistan, c'est mon pays d'origine. Et comme tu sais, j'ai passé quand même 28 ans en France. Et c'est pas tous les jours qu'on entend un franco-pakistanais revenir dans le pays d'origine de ses parents. Exactement, c'est ce qui rend l'expérience unique. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai envie de, comme je t'ai dit, de plonger un peu, de faire un flashback pour revenir sur un peu la naissance et le fait de grandir en France. Donc, dis-moi, explique-moi, comment tu as grandi en France? J'imagine que c'est dans les années 90, c'est un peu les fins des années 80, début 90. Donc, comment tu as grandi en France? C'était comment le fait de naître dans une famille pakistanaise en France ou en région parisienne? Écoute, on va commencer avec mon père, qui est arrivé dans les années 70 en Europe. Il a passé un petit moment en Allemagne. Du coup, il a passé à peu près, je crois, 7 ans, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il a eu l'occasion de venir en France. Il a travaillé là-bas. Et ensuite, il a fait en sorte que ma mère vienne en France aussi. Et moi, je suis arrivé en 89, donc le 9 novembre 89. Une date qui est super importante, parce que c'est la date de naissance de Allama Iqbal. Oh, et c'est quelle coïncidence! Ouais. Et c'est aussi la chute du mur de Berlin. Ok. Donc c'est une date qui est super importante. Lourde histoire. Exactement. En fait, t'as une sacrée mission là, du coup, pourquoi? Et du coup, ouais, je suis né en France en 89. J'ai passé 28 ans là-bas, donc j'ai étudié. Mais comment ça fait l'enfance déjà? Avant que tu me parles par l'étude, mais tu nais dans une famille pakistanaise, tu manges du halwa puri le matin, tu manges du paratha, du pain au chocolat. Comment ça se passe pour un enfant pakistanais dans les années 90 vivant en France? Écoute, je suis très curieuse. Alors, lorsque tu nais en France, tu t'adaptes. Donc, il n'y a pas de halwa puri comme tu trouves au Pakistan. Mais je sais que ma mère faisait des parathas à la maison, donc on mangeait ce genre de choses. Après, c'était mix. Donc, tu avais par exemple des omelettes ou il y avait du pain de mie qui était utilisé aussi. Donc, il y avait du changement qui était en train de se faire parce qu'en France, tu ne trouves pas des tandoors au coin de la rue facilement. Donc, tu dois tout faire toi-même. Mais quand tes parents ils viennent du Pakistan, ils gardent toujours ces valeurs-là. Donc ils cuisinent pakistanais à la maison. Donc j'ai grandi de cette manière. Et j'ai grandi en fait avec les deux. Mes parents ils parlaient oudou à la maison. Donc ça aussi je les remercie parce que ça m'a permis de connaître cette langue. Et ça m'a permis de rester connecté avec le Pakistan et de surtout comprendre qui on était, c'est quoi mes origines.
Et quelle image t'avais du Pakistan quand t'étais tout petit? En fait, le fait que tu n'as jamais vu finalement et tu l'as vécu juste à travers tes parents et leur culture et tout ça. Donc, comment tu l'as, enfin, comment tu le vivais? C'était quoi le Pakistan dans ta tête, dans ton imaginaire d'enfant? Bah, le Pakistan, pour moi, c'était plus les vacances. Parce que je suis venu quand j'avais 2 ans. Après, je suis revenu quand j'avais 7 ans. Et c'était souvent pour des mariages. Donc, pour moi, c'était vraiment le Pakistan, c'est les vacances. Tu y vas pour les vacances. Donc, j'avais pas un lien fort avec le Pakistan. Et surtout, ce qui me faisait rire, c'est que quand tu regardes la carte du Pakistan, Hmm. bah, le sud du Pakistan, il ressemble un peu à la carte de la France. Ok, Déjà côté ouest. ok. Et pour moi, le Pakistan, c'était juste à côté. Quand j'étais petit, je pensais que c'était juste à côté. Donc, j'avais pas la notion de la distance et comment c'était loin et pourquoi on prenait autant de temps pour aller au Pakistan et pourquoi on prenait autant d'années pour y aller. Donc, pour moi, c'était vraiment les vacances. Après, quand j'ai grandi, je suis plus passé sur une valeur. C'est un pays en voie de développement. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Après, avec tout ce qu'on vous raconte dans les médias et tout ce que j'ai entendu autour de moi, Hmm. c'était un peu compliqué. Pour moi, c'était un pays que j'envisageais jamais. Donc, pour moi, c'était plutôt... j'ai de la famille là-bas. C'est le pays d'origine de mes parents. Mais c'est tout. S'arrêtait Ça là, s'arrête quoi. là. Hmm. Il n'y a pas un moment où j'ai vraiment pensé aller au Pakistan. Mm. Et puis voilà. Et avez-vous été entouré par la communauté pakistanaise? Parce que généralement, moi, je sais qu'en Angleterre, par exemple, quand j'y vais, t'as les Pakistanais qui sont tous en train de vivre les uns avec les autres. Je ne sais pas si c'est le cas en France ou pas. Il y a cette sorte de communauté, de vivre ensemble, d'avoir les familles, les cousins, les cousines, les voisines du bled qui sont là. Donc, est-ce que c'était un peu ça quand vous viviez en France ou pas vraiment? Ou vous étiez un peu en mode un cas isolé? Parce qu'il n'y a pas autant de Pakistanais quand même en France que comme en Angleterre ou aux États-Unis. Bah écoute, c'est très communautaire, bien sûr. Donc les Pakistanais aiment bien traîner avec les Pakistanais. Mm. Donc moi je me souviens quand j'étais jeune, euh, les week-ends on allait souvent chez de la famille, famille pakistanaise, et on passait beaucoup de temps comme ça. Donc après quand j'ai grandi, je me suis fait des amis pakistanais. Je suis resté vraiment dans la communauté. Il n'y a que lorsque j'allais au collège ou à l'université où tu fréquentais les autres. Mm. Mais lorsque tu étais en dehors, c'était vraiment traîner avec les Pakistanais, voir les Pakistanais. Et ça m'a vraiment permis de rester connecté parce que, par exemple, le Punjabi, je ne savais pas le comprendre et je ne savais pas le parler. Mais le Punjabi, je l'ai appris grâce à mes amis. Ok. Parce qu'ils Par exemple, étaient... en France. Voilà, en France, et ils étaient du Punjab et ils étaient vraiment connectés avec leurs valeurs. Et souvent, c'était des jeunes qui étaient nés au Pakistan et qui étaient venus en France quand ils avaient 5 ans, 6 ans. Donc, ils avaient le Punjabi vraiment traditionnel. Et par exemple, moi, je l'ai appris par là. Donc, c'est Trop très bien. communautaire. Mm. Tu parlais de chiffres, on est à peu près 150 000 recensés par l'ambassade pakistanaise. En France. Peut-être autant non recensé. Ouais, bah oui. Donc 150 000 et ça je l'avais appris parce que j'ai travaillé un peu avec l'ambassade. Donc ouais, c'est pas une grosse communauté, c'est une petite communauté. Et les Pakistanais, tu les retrouves souvent vers le 95 ou ce genre de département, la banlieue plutôt. Donc voilà, ouais. Je suis resté plutôt avec les Pakistanais. Et du coup, est-ce que tu te rappelles d'une situation, à un moment où tu sentais que tu jonglais entre deux cultures, françaises et pakistanaises? Je sais pas, il y a une situation, peut-être à l'école, à la maison, avec dans une activité sportive, je sais pas. Est-ce que tu te sens... T'as une anecdote à nous partager? Bah écoute, lorsqu'il y a eu les attentats à New York, Mhm. En septembre? ouais, le 11 septembre, quand il y a eu ces attentats, je me rappelle parce qu'on était 2 Pakistanais en classe
et on est arrivé en retard. Donc tout le monde était assis. Et quand on est rentré dans la salle de cours, tout le monde a crié, il y a 2 terroristes qui viennent de rentrer dans la classe. N'importe quoi. Et en fait, à ce moment-là, on en a rigolé parce qu'on était jeunes, mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit que tu vis en France, t'es français, t'es né en France, t'as la nationalité, tu fais tout comme il faut, mais quand même, il y a quand même une différence qui existe par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ce que tu manges, comment tu vis. Donc il y a une différence. Après, c'était un peu compliqué parce que lorsque je venais au Pakistan, on me traitait de français. D'accord? Donc j'avais l'étiquette française. Et lorsque j'étais en France, j'avais l'étiquette pakistanaise. Donc c'était un peu compliqué. Et souvent, je trouve que les jeunes qui sont en France, ils ont ce complexe et ils ont un peu cette difficulté à s'identifier. Il y a une grosse crise identitaire qui se passe. Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est pakistanais? C'est compliqué, c'est pas facile et il faut absolument choisir qui on est. Parce que qui on est, c'est ce que tu deviens demain. Donc c'est super important que tu puisses comprendre d'où tu viens, tes valeurs et où tu vas. C'est difficile d'avancer avec plusieurs cultures, plusieurs valeurs. C'est différent. Donc, Donc j'avais ces petites choses qui n'allaient pas. Ça t'a fait à un moment une crise identitaire parce que c'est vrai que moi, je sais que tous mes amis qui sont nés en France ou nés dans un pays européen d'origine, les parents d'origine maghrébine ou autre, ils ont toujours cette histoire d'identité qui se pose et ils savent pas trop qui ils sont et je pense qu'il y a un vrai travail à faire dessus parce qu'ils sont un peu hybrides et comme tu dis, ils se sentent chez eux nulle part finalement parce que le pays d'accueil, même s'ils sont nés là-bas et ils ont la nationalité de ce pays-là et ils se sentent connectés quand même à ce pays-là, ils se sentent un peu parfois rejetés ou parfois vus différemment de part de leur couleur de peau ou leurs cheveux ou je ne sais quoi. Et de l'autre part, dans le pays d'origine non plus, ils se retrouvent un peu extraterrestres. Exactement. Tu sais, ça je pense que c'est le plus gros dilemme actuellement pour la jeunesse franco-pakistanaise. Les deuxièmes générations, quoi. La deuxième génération, elle se sent un peu perdue. Elle n'est pas connectée avec le Pakistan, seulement avec les médias. Donc, ce qu'ils entendent, ils répètent ce qu'ils entendent. Donc, c'est un peu difficile. Ils viennent pas au Pakistan parce que voilà, on les a tellement souvent dégoûtés du Pakistan. On les a souvent éloignés du Pakistan et souvent ça vient de la famille, hein, ça vient des parents qui répètent souvent tu sais au Pakistan il se passe ça, il y a ça comme problème. En fait l'enfant il grandit avec ça et il n'a pas envie d'aller dans un pays où il y a plein de problèmes. Et surtout avec les histoires de famille, donc c'est pas évident. Donc c'est super important de mettre ces choses au clair et moi souvent je recommande aux parents de rester de faire attention à ce qu'ils racontent par rapport au Pakistan et par rapport à ce qui se passe au Pakistan. Parce que lorsqu'ils sont jeunes, c'est pas grave, mais lorsqu'ils vont grandir, ils vont prendre des décisions. Et s'ils se déconnectent complètement de leurs origines, ça devient compliqué de les emmener vers ses origines. Donc, non, pour moi, il y a une grosse crise d'identité. Et du coup, j'avais une question là qui m'est venue en tête quand tu parlais un peu de ton histoire. C'est quoi les rêves et l'ambition d'un jeune franco-pakistanais né en France? Qu'est-ce que tu imaginais être ou ça peut être sur le niveau personnel, sur le niveau professionnel? C'était quoi tes plus gros rêves, tes ambitions les plus folles? Ok, du coup ça a évolué avec le temps. Bien sûr, mais je parle là vraiment jeune. Ouais, lorsque j'étais jeune, je voulais devenir entrepreneur parce que mon père était entrepreneur dans le prêt-à-porter femme et moi ça me faisait rêver tout ça. Je me disais que l'entrepreneuriat c'est génial et du coup je voulais vraiment devenir un entrepreneur qui soit à son compte et qui puisse développer ses choses lui-même. Et lorsque j'avais 9 ans, j'ai insisté pour avoir un ordinateur et à cette époque-là, les ordinateurs... Bah oui, c'est très rare en fait. C'était vraiment les ingénieurs qui avaient un job, qui avaient un ordinateur chez eux. À la maison. Donc moi, je m'étais battu avec mon père et je lui ai dit que je veux absolument un ordinateur parce que
les amis chez qui on allait le week-end, ils avaient un ordinateur et ça me fascinait. L'odeur, l'écran, le clavier, la souris. C'était pakistanais? C'était des Pakistanais. Ok. Ils étaient ingénieurs. Donc, Ok, leurs ok. enfants étaient des ingénieurs. Et moi, ça me fascinait. Je voulais absolument avoir un ordinateur. Du coup, on leur a demandé conseil. Et ils nous ont aidés pour acheter cet ordinateur. Pour les configurations, quel type d'ordinateur, pour quels besoins. Donc, moi, je voulais quelque chose de puissant. Je voulais quelque chose de bien. Je savais Mais avec puissant, tu vas développer des intelligences artificielles? Franchement, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais c'est quelque chose qui me fascinait. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, il l'a acheté. On a installé ça à la maison et je passais des heures et des heures dessus. Et à un moment, je me rappelle que j'avais planté l'ordinateur et il marchait plus. Je veux dire, il buguait, il redémarrait à chaque fois. Et fallait réinstaller Windows. Du coup, Un virus peut-être, non? je sais pas, à l'époque il n'y avait pas internet. Ah. J'avais pas la connexion internet. Donc c'était pas un virus, c'était plus une manipulation, un fichier que j'avais supprimé. Et du coup l'ordinateur il redémarrait à chaque fois. Et du coup j'ai dû réinstaller Windows et j'ai demandé conseil. Et c'est de là en fait j'ai commencé à m'intéresser. Après j'ai connu l'époque ADSL, vraiment le haut débit qui est arrivé avec Wanadu. Et en fait, c'est là où j'ai commencé vraiment à rentrer dedans. J'ai commencé à. Wanadu, c'est France Télécom et Orange maintenant. Exactement, ouais. Et avec le temps, tu sais, il y a plein de choses qui se sont passées. T'as plein de logiciels qui sont arrivés comme Photoshop, plein Pour de toi, c'était choses. ton terrain de jeu. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque tu regardes mes études, mon parcours scolaire, j'ai fait de la comptabilité finance. Je me suis arrêté au DSCG. Donc, je suis plutôt comptabilité finance je veux dire en expérience et en études. Et j'ai aucune connaissance en fait. J'ai pas fait de certification, j'ai pas fait de diplôme dans le IT ou ce genre de choses. Mais ma passion était vraiment vers l'informatique et tout ce qui était digital. Et après voilà, du coup, ce qui me faisait rêver, c'était l'entrepreneuriat. Et lorsque j'ai connu le digital, là j'ai commencé à comprendre que tu peux gagner de l'argent grâce à ce genre de choses. Donc quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te fait rêver, tu peux le connecter et tu peux commencer à gagner de l'argent. Donc ça c'est quelque chose qui me faisait rêver. Mais pareil, ça a évolué dans le sens où avant c'était que basé en France. Donc mon rêve c'était de vivre en France, de tout développer en France, avoir tout ce que je voulais en France. Mais Et ça, le seul monde que tu connaissais aussi. Donc, voilà, en fait, nos rêves, ils sont toujours limités à notre perspective et notre connaissance du monde qui nous entoure. Tu peux pas rêver de quelque chose que tu connais pas et que tu n'as pas vu, Ouais. tu n'as pas expérimenté. Exactement. Et du coup, après voilà, tu sais, lorsqu'on parlait de la crise identitaire, en fait, ça te pousse à te découvrir un peu qui tu es. Donc, je sais qu'il y a l'époque YouTube, donc je sais plus les dates exactes, mais je sais que YouTube était arrivé. Et il y a des Pakistanais qui commençaient à publier des vidéos sur le Pakistan. Du coup, un peu de l'histoire, un peu qui est Mohamed Ali Jinnah, qui est Allama Iqbal. Donc, j'ai commencé à regarder ces vidéos en étant en France. Et je posais des questions à mes parents. Et mes parents m'aidaient à comprendre un peu. Découvrir ton histoire, quoi. Voilà, donc je savais pas lire le ourdou, du coup, j'ai pas connu ça grâce à des bouquins. Mais j'ai découvert vraiment l'histoire du Pakistan grâce à tout ce qui était les nouvelles tech en fait, YouTube, Google. Je sais qu'il y a des blogs qui étaient arrivés, donc on retrouvait les citations de Allama Iqbal. Du coup, j'ai commencé à lire là-bas. Souvent, on me pose la question comment tu arrives à comprendre Allama Iqbal? C'est super compliqué. Et vu que tu sais pas lire le ourdou, comment tu as fait? Je leur dis tout simplement, il y a un blog qui regroupe toutes les citations de Allama Iqbal. Et c'est un blog qui date de 18 ans déjà. Incroyable. Et le gars, il a fait un job excellent.
Et grâce à lui, bah, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et du coup, c'était en français ou en anglais? C'était comment? Alors, il l'avait mis en ourdou, donc Ouais, enfin la langue traditionnelle. Ensuite, tu avais l'anglais ok. et tu avais le ourdou roman, latin. Hmm, ok. Donc, ça, Utilisé comme des lettres français, quoi. voilà. Anglais. Donc, moi, je traduisais l'anglais en français et j'arrivais à comprendre un peu ce qu'il voulait dire dans cette citation. Donc, super sympathique et ça m'a permis de me connecter un peu avec le Pakistan et c'est ça qui m'a fait rêver aussi. Mon rêve s'est développé. Donc, j'étais passionné par le digital, l'entrepreneuriat et après, il y a le Pakistan qui s'est ajouté dans mon rêve. Hmm. Donc, je commençais à rêver que un jour, j'aimerais... Voilà, à rêver d'un Pakistan indépendant de l'Inde Ouais. et libre. Et... Ok. Donc moi, j'ai commencé à rêver qu'un jour, j'aimerais bien vivre au Pakistan, ou j'aimerais bien y aller. Et ce rêve-là, il faisait rire beaucoup de gens, ou il y en a plein qui me disaient que c'est pas possible. C'est n'importe quoi, ouais. Ou souvent, j'ai des amis qui parlaient, avec qui on parlait. Ils disaient, ouais, c'est une bonne idée, mais tu sais, là-bas, c'est compliqué, c'est pas la même chose. Mais je sais pas, mon rêve, je veux dire, ça me faisait ni chaud ni froid. J'écoutais, j'entendais tout ce qu'on me racontait sur le Pakistan, mais ça m'a jamais fait peur. Ce rêve, il était vraiment pur. Je voulais le réaliser. Hmm. Et je savais qu'un jour, j'allais y aller. Et souvent, je parlais beaucoup. Dès qu'il y avait une bonne news sur le Pakistan, bah, je la partageais avec mes amis, que ce soit des amis maghrébins, que ce soit des amis pakistanais ou français. Bah, je partageais toujours je faisais toujours rentrer le Pakistan dans une conversation. Et les gens me connaissaient par rapport à ça aussi, qu'il est fou du Pakistan, quoi. Mhm. Même mes amis maghrébins, bah, ils se disaient toi, le Pakistan, c'est fou, comment tu parles de ça. Trop passionné, quoi. T'es trop passionné, ouais. Et du coup, en parlant, je vais juste faire un petit retour vers la France avant de revenir vers le Pakistan. Mais après toutes ces années-là, et en fait, là, ça fait plus de 6 ans que tu vis au Pakistan, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu vois que la France t'a apporté dans ta construction? Bah écoute, aujourd'hui, et je l'écris souvent, je le répète souvent, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la France. Les 28 ans que j'ai passés en France, ça m'a permis de me construire, d'être ce que je suis. Je pense pas que si je vivais pas là-bas, si je n'étais pas passé par toutes ces expériences, toutes ces choses-là, je serais pas aujourd'hui au Pakistan. Donc ça serait mal de dire que la France ne m'a rien apporté. La France m'a vraiment permis de me structurer, de comprendre qui je suis. Et souvent, je le répète, les Français, ils sont super, ils sont beaucoup rattachés à leur histoire, leur culture, ils parlent beaucoup de ça. Et ça, en fait, ça me fait réfléchir. Si eux, ils sont tellement attachés à leur culture, leurs valeurs, et ils laissent rien passer, pourquoi nous, on ne le fait pas? Pourquoi nous, on n'est pas autant rattachés à nos valeurs, notre culture, nos traditions, notre langue? Un Français, par exemple, si tu parles pas français avec lui, bah, t'es pas autant connecté avec lui. Ou si tu partages pas avec lui sa culture, ou si tu t'intègres pas à ses valeurs, ou si tu comprends pas ses valeurs, bah en fait, tu peux pas te rapprocher ou tu seras pas accueilli de la même manière. Totalement. Donc, en étant en France, j'ai compris que les valeurs, la culture, c'est super important et il faut vraiment protéger ça, il faut préserver tout ça. Et la France en est un exemple, elle a préservé pendant tellement d'années et aujourd'hui aussi,